Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours en profilage, j'ai envie d'aborder aujourd'hui un profil particulier. Particulier parce que j'ai eu du mal à le cerner, effectivement. Il faut savoir que la science du profilage est une science vaste, très vaste. Et on a besoin de beaucoup d'expérience pour pouvoir maîtriser cette discipline. Le profil que je veux aborder aujourd'hui, c'est celui du déréalisé. Et énormément de personnes sont affectées justement par la déréalisation, à savoir ces gens qui ont du mal à ressentir, qui se sentent emprisonnés à l'intérieur de eux-mêmes, comme s'ils observaient émotionnellement le monde à travers une lucarne en eux-mêmes, de telle sorte qu'il y a comme un blocage émotionnel qui les empêche de ressentir comme n'importe quel individu. On peut donc parler d'une demi-sociopathie. Des gens qui constatent rationnellement qu'ils ont un problème au niveau émotionnel. Et franchement, c'est une torture. C'est une torture de se sentir bloqué à l'endroit du ressenti. Et parfois, c'est carrément visible dans le visage. Lorsque vous avez des individus qui sont froids, on sent une froideur, comme si le visage n'exprimait pas les états intérieurs, les variations de l'humeur. Donc c'est un profil particulier, une maladie à l'endroit du comportement qui résulte d'une relation toxique associée à un trouble de la personnalité. Pour pouvoir cerner ce profil, il fallait étudier le maximum de personnes vérifiant les caractéristiques de ce dernier, afin de pouvoir trouver des constantes. Et c'est en fonction des constantes que l'on peut tenter de comprendre le mécanisme de cette maladie, de sorte de proposer un remède. Car si l'on ne comprend pas la maladie, le mécanisme de la maladie, on ne pourra pas proposer de remède. Et il est malheureux que dans la médecine conventionnelle, lorsque l'on est impuissant à comprendre une maladie, on tente toujours d'apporter une explication, même si cette explication ne fait qu'augmenter la détresse du patient. Parce que lorsqu'un patient vous sollicite pour pouvoir guérir et que vous lui apportez une explication incompréhensible qui ne l'aide pas, il ne peut que s'engouffrer davantage dans sa souffrance. Des conséquences de l'éloignement de l'espérance en une délivrance. Et c'est un peu classique dans la médecine conventionnelle que de vouloir toujours expliquer un problème, comme si par orgueil cette dernière se refusait à admettre son incompétence ou son impuissance à résoudre une problématique. Quoi qu'il en soit, pour notre part, la voie que nous empruntons afin de pouvoir comprendre le mécanisme de la déréalisation, c'est l'étude de différents cas. Et il est vrai qu'à travers l'observation selon un seul angle, il est difficile de cerner la problématique. Et c'est grâce à l'action de pouvoir observer la problématique selon deux angles différents que nous pouvons nous rapprocher de l'élucidation de la problématique. À savoir, le fait qu'il existe une déréalisation chronique et une déréalisation casuelle. Quand je parle de déréalisation casuelle, en réalité, je fais allusion à cette déréalisation qui existe en puissance en l'individu, mais qui passe à l'acte des conséquences d'un événement traumatisant, à même de générer une inversion des deux pôles de la personnalité. Donc, la déréalisation chronique, c'est celle qui existe depuis l'enfance et qui a accompagné l'enfant durant toute sa croissance. Donc c'est chronique. Tandis que la déréalisation casuelle, c'est celle de ces individus qui étaient tout à fait normales au niveau du ressenti et des conséquences d'un événement traumatisant particulier, comme un bad trip par exemple, vivent une déréalisation qui tarde à partir.
Et si on essaye d'étudier la déréalisation uniquement à travers celle qui est casuelle, on va avoir du mal à comprendre. Parce que très généralement, ceux qui se plaignent de la déréalisation, ce sont ceux qui ont connu une vie émotionnelle, de la variation de l'humeur. Et du coup, lorsqu'ils sont affectés par un blocage du ressenti, ils sont traumatisés. Ils connaissent la torture, la frustration psychologique de ne pas ressentir ce qu'auparavant ils ressentaient. Ce traumatisme psychologique peut absorber leur conscience au point de les vider intérieurement. Et du coup, si on tente de comprendre la déréalisation uniquement à travers l'angle de ceux qui sont affectés par une déréalisation casuelle, on va avoir du mal à saisir la problématique. D'où la nécessité d'essayer d'observer à travers différents angles. Et pour cela, il fallait opérer un rapprochement entre la déréalisation chronique, celle qui s'est constituée durant l'enfance, lorsque l'enfant subit une projection du profil de son parent qui souffre et qui cherche dans l'enfant un exutoire pour pouvoir s'en sortir vis-à-vis d'une relation toxique, par exemple avec un conjoint, il va se construire et essayer de se mettre en mode protection, donc de construire une bulle. Et le fait qu'il construise sa personnalité de la sorte va le déréaliser de manière naturelle. Et l'individu va vivre une vie avec un blocage à l'endroit de son propre ressenti qui sera visible au niveau des interactions sociales. Ça va se sentir que l'individu est plus ou moins bloqué, en tout cas on le verra, à l'endroit du visage quand ce dernier n'exprimera pas des variations de l'humeur intérieure. Du coup, il était fondamental d'opérer un rapprochement entre la déréalisation chronique et la déréalisation casuelle afin de pouvoir comprendre la cause. Parce qu'une maladie se résout essentiellement par la connaissance de la cause de cette dernière, puisque le remède s'applique à l'endroit de la cause de la maladie. Du coup, il était fondamental d'opérer un rapprochement. Et pour ce qui concerne la déréalisation chronique, la cause est simple. Lorsque vous avez un parent qui prend son enfant comme un exutoire pour pouvoir se libérer d'une négativité consécutive d'une relation toxique, eh bien l'enfant va réceptionner une part de la personnalité de son parent. Donc le parent va projeter en l'enfant une part de sa propre personnalité, injustement, je le précise injustement, puisqu'il prend son enfant comme un exutoire à la base. On n'a pas à rentrer les enfants dans des problèmes de couple. On n'a pas à rentrer des enfants dans un problème de couple. C'est nuire à leur équilibre psychologique d'agir de la sorte. Mais malheureusement, vous avez des parents qui sont fragiles et qui cherchent à travers leur enfant un soutien. Et parfois même vont essayer de construire la personnalité de l'enfant en nourrissant une image négative du conjoint bourreau. Alors je précise, il n'est pas automatique que le conjoint soit bourreau. Donc là, c'est un autre problème, à savoir qui est victime, qui est bourreau. Parce que très souvent, c'est le parent qui prend son enfant comme un exutoire, qui lui-même peut être bourreau. Donc après, c'est une question d'appréciation des choses. Quoi qu'il en soit, dans la relation qui nous concerne, à savoir la relation du parent et de l'enfant, le parent qui va se considérer comme une victime va prendre l'enfant comme un exutoire pour pouvoir se décharger de la négativité réceptionnée par la relation toxique, et en essayant, dans un mécanisme de défense, de faire de l'enfant un soutien dans la difficulté. Donc quand on prend un enfant comme soutien dans une difficulté, alors que l'enfant est un enfant et il a le droit de grandir dans l'équilibre, loin de toute adversité,
particulièrement l'adversité qui oppose ces deux parents. Ça va le déchirer, d'où la nécessité de ne jamais faire rentrer les enfants dans des conflits parentaux. Jamais. C'est vraiment un parent qui manque de bon sens, un parent irresponsable, celui qui va faire rentrer ses enfants dans les conflits qui l'opposent à son conjoint. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur. Et cette erreur peut porter préjudice à l'équilibre psychologique de l'enfant. Donc quand vous avez un parent qui souffre d'une relation toxique avec son conjoint et qui prend son enfant comme un allié, un associé dans cette opposition vis-à-vis du conjoint, tout en nourrissant sa conscience d'une image négative de ce conjoint, et en prenant justement cet enfant comme un exutoire vis-à-vis de la négativité absorbée consécutivement au conflit, forcément, cela va affecter l'enfant dans sa personnalité. Et donc, les parents qui agissent de la sorte sont vraiment irresponsables. Wallahi, irresponsables. Vous ne savez pas les dommages que cela peut causer dans la psychologie de l'enfant lorsqu'on tente de l'utiliser comme un moyen pour pouvoir se venger du conjoint. Ça, c'est un autre problème. Là, on parle de l'aliénation parentale, mais c'est pas notre propos. Je parle de ces parents qui prennent leur enfant comme un exutoire, un être innocent. Et donc, forcément, il va avoir une projection de la personnalité du parent dans l'enfant, qui va être instinctivement un soutien, un appui de son parent, dans le sens où il va absorber un pôle de la personnalité du parent. Le hic, c'est quand ce pôle reste et qu'il bloque le ressenti de l'enfant. Là, on parle de déréalisation. Lorsque, au niveau du ressenti, de l'émotion, il y a un blocage causé par le pôle du parent, resté en l'enfant. Si bien que l'enfant prend conscience, parce qu'en réalité, dans une personnalité, il y a 3 regards. Il y a le regard du corps, il y a le regard de la raison et le regard de l'émotion. Le problème, au niveau de la déréalisation, c'est que le regard émotionnel est bloqué. Dans le sens où ce n'est plus à travers le pôle de la personnalité de l'enfant que l'enfant observe au niveau émotionnel, mais c'est à travers le pôle de la personnalité du parent qu'il observe. Si bien que l'enfant peut observer avec l'œil de la raison et constater qu'il y a un problème au niveau de sa propre personnalité parce qu'il ne ressent plus. Et c'est ce tiraillement, cette dissociation de la personnalité en quelque sorte, dans la mesure où, au niveau rationnel, l'individu observe, mais il observe par la raison son incapacité à observer par ses émotions. C'est exactement cela que la déréalisation. Une dissociation de la personnalité dans le sens où il y a une entité extérieure, le pôle d'une personnalité extérieure qui bloque le regard émotionnel, de telle sorte que l'individu souffre de ne pas pouvoir ressentir, de ne pas pouvoir être entier, d'être comme emprisonné à l'intérieur de soi-même. Donc ça, c'est pour la déréalisation chronique. Qu'en est-il pour la déréalisation casuelle ? Eh bien, très souvent, la déréalisation casuelle est provoquée par un événement choquant, associé à une crise d'anxiété, alimentée par une angoisse constante. À l'exemple du bad trip, quand des individus prennent des substances, des drogues, et qu'ils sont traumatisés par une inversion de la personnalité, parce que les drogues ont
cette capacité à générer une inversion du regard, de telle sorte que l'individu observe le monde extérieur à travers le subconscient, ce qui lui donne une sensation de déconnexion vis-à-vis du monde réel, associé à un plaisir qui peut le rendre plus ou moins addict à cet état de déconnexion vis-à-vis du monde réel. Eh bien, certaines drogues peuvent traumatiser l'individu et générer donc cette même inversion provoquée par la projection du parent toxique qui prend son enfant comme un exutoire et qui va justement mettre le pôle de sa propre personnalité en avant dans celle de son enfant. Si bien que l'enfant se construit avec une personnalité en retrait dans la mesure où son parent toxique a imposé son propre profil à l'enfant, moyennant cette situation angoissante. Donc on voit la constante, les constantes, c'est quoi? L'inversion et la situation angoissante. Donc quand l'individu prend des drogues et que la drogue permet justement une situation angoissante avec une situation d'inversion, un état de déréalisation peut être constitué. Et c'est en fonction de l'angoisse associée à l'incompréhension du mécanisme de la maladie, puisque l'angoisse est un état qui fait durer toutes les maladies. Quand on ne comprend pas la maladie dure. La compréhension de la maladie est fondamentale à la résolution de cette dernière. On a besoin de comprendre une maladie pour pouvoir la résoudre. Et franchement, je vous invite à fuir tous ces pseudo-thérapeutes qui sont incapables à comprendre votre maladie en tentant de vous donner une explication qui n'améliore pas votre santé. Donc il est fondamental de tenter de comprendre la maladie. Et on remarque que les constantes à l'endroit de la déréalisation casuelle et chronique, c'est un état d'anxiété, un état d'angoisse constant associé à une inversion. Si bien que l'individu qui prend des drogues et vit un bad trip, donc le bad trip, c'est justement cet état de choc, de traumatisme provoqué par cette inversion et un état d'angoisse comme la peur de la mort, par exemple, la peur de la mort, etc. Donc la peur d'un danger, etc. Du coup, quand on a compris la cause de la déréalisation, qu'elle est provoquée par l'action de mettre une personnalité en avant vis-à-vis de notre propre personnalité. Donc on met en retrait notre propre personnalité. Et ceci est possible lorsque l'on subit des conséquences d'une relation toxique, quand justement un parent prend son enfant comme un exutoire à une négativité et lui impose sa propre personnalité vis-à-vis d'une situation où il ne devrait pas être concerné. Les conflits des parents ne concernent que les parents et on doit épargner les enfants. Malheureusement, il y a des parents qui peuvent faire des fautes. Et ces fautes-là peuvent causer des dommages, des préjudices psychologiques à leur enfant. Donc, lorsque la personnalité de l'enfant est reléguée en second plan des conséquences d'une toxicité relationnelle ou des conséquences de la prise d'une drogue et qui est associée à cette atmosphère, un état d'angoisse, l'enfant peut vivre une certaine déréalisation, comme l'individu. Et à partir donc de la compréhension du mécanisme de la maladie, on peut proposer consécutivement un remède. Et le remède à la déréalisation, c'est d'agir à l'endroit de la relation toxique, la relation entre le parent et l'enfant, le parent qui s'est déchargé en négativité chez son enfant. On doit agir à l'endroit de cette relation-là, et comme toute relation toxique, soit on règle le problème à la source, en réformant le corps source, ou soit on fait un filtrage. On essaye de déconnecter l'enfant du corps source afin de le protéger de la toxicité de son parent. Et
Le second remède, ensuite, c'est la délivrance vis-à-vis de cet état d'anxiété. Et ce second remède, forcément, il doit être spirituel. Car lorsqu'il y a de la spiritualité, on peut se délivrer de cette peur qui permet à la déréalisation de durer. Car je le répète, ce qui fait la longévité de la déréalisation, c'est l'angoisse. L'angoisse qui peut résulter de l'incompréhension et de l'impuissance à résoudre sa propre déréalisation. Quand vous frappez à la porte de multiples thérapeutes et qu'aucun d'entre eux ne vous donne une explication plausible de votre propre problème, cela peut augmenter votre propre angoisse. Je le répète, l'angoisse est un état qui permet à la maladie de s'auto-alimenter dans un cercle vicieux. À l'exemple de celui qui souffre d'insomnie. Celui qui souffre d'insomnie, il a peur de ne pas dormir. Et quand il se rapproche de son lit pour pouvoir dormir, la peur de ne pas dormir le maintient en état d'éveil. Et c'est sa peur de ne pas dormir qui va l'empêcher de dormir. Du coup, il est nécessaire de veiller à se libérer de l'angoisse. Et à ce niveau-là, forcément, le remède est essentiellement spirituel. On ne pourra pas le proposer ici parce que ce n'est pas le but. Le but de cet audio était d'apporter un éclaircissement sur cette problématique, la déréalisation qui affecte énormément d'individus. Tout en précisant que le profil déréalisé est multiple en fonction justement du pôle du parent toxique, parce qu'il peut y avoir des parents toxiques qui peuvent avoir un bon fond et qui ont souffert et qui ont été victimes, comme il peut y avoir des parents toxiques qui sont eux-mêmes bourreaux et qui peuvent projeter sur leur propre enfant une partie de leur propre personnalité, si bien que l'individu peut porter en lui la charge négative de son propre parent. Voilà pour ce qui concernait ce sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.